On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Mathieu, j'ai plein ici là, de bouteilles. Là. Je vais en parler un peu plus tard dans l'émission. Là, du gin sans alcool, puis du rhum sans alcool et tout ça pour le mois de février. Qu'est-ce que t'as, toi? Ça, c'est du cognac avec alcool. Je t'entends pas. Avec alcool. Un cognac avec alcool. Ah oui, du cognac avec alcool. Moi, les rituels religieux nouveaux qui s'imposent à nous pour se substituer aux rituels religieux anciens qui sont disparus, moi, personnellement, tant qu'avoir des rituels religieux, je préfère ceux de mes vieux curés plutôt que ceux des nouveaux curés qui veulent nous dire quoi faire, de quelle manière structurer nos vies de 1000 manières. Alors, franchement, moi, ce mois qui commence, j'ai envie de l'honorer avec un petit verre pour lui dire à quel point je ne me soumettrai pas aux prescriptions de nos nouveaux curés. Est-ce qu'il y a ça aussi en France ou c'est vraiment une tradition québécoise? Là? Non, je pense qu'il y a une forme d'équivalent, mais essayer de convaincre les Français de ne pas prendre un verre, c'est plus compliqué, je dirais. Leur fond protestant est assez absent, disons ça comme ça. Donc, les Français, globalement, je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais c'est pas vrai, ça s'occupe pas le même espace que nous dans l'espace public, la même place que nous dans l'espace public. Ce que je note, c'est qu'en France, c'est peut-être la chose qu'on doit distinguer. Il y a des manières de boire selon les pays. Et quelquefois, dans certains pays, effectivement, on boit comme un trou. Hein, parce que soit on boit pas, soit on boit comme un trou. Hein, c'est la psychologie, en fait, sur certains campus nord-américains. Mais en France, globalement, même s'il y a dans chaque village, il y a toujours eu un poivreau, il y a toujours eu un ivrogne, il y en a toujours eu. Globalement, je te pose la question, là, effectivement, parce que toi, t'es de tous les soupers, OK? Là? Tu soupes en ville, et il y a beaucoup de vin, beaucoup de bons vins. Est-ce qu'ils se saoulent la gueule? Est-ce qu'ils sont complètement paf à la fin de la soirée, les Français? Non, alors, je dis pas qu'il n'y a pas un poivreau de temps en temps, mais globalement, non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, boire, c'est une culture. Boire, c'est travailler par la culture. Donc, c'est pour ça que moi, je fais toujours la distinction entre le verre de plus et le verre de trop. Je veux dire, moi, comme tout le monde, j'aime pas ça me réveiller, genre en mauvais état le lendemain matin. Comme tout le monde, j'ai pas... Puis, tu sais, je pense que, je le dis, l'alcoolisme est un vrai problème. Pour ceux que ça frappe, c'est une tragédie. Il faut soutenir ces gens-là. C'est une question de santé publique. Bon. Mais... pour le commun des mortels, le verre de pluie, c'est l'occasion, comme je le disais en édito un peu plus tôt, de confidences qui se feront pas autrement. C'est l'occasion de nouer des liens. C'est le verre de pluie, c'est le verre des dernières paroles échangées, celles qui n'auraient pas été dites autrement. Et moi, personnellement, c'est une tradition que j'apprécie. Et non, j'ai pas l'impression dans des dîners où les gens prennent un verre, en prennent deux, en prennent trois, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un gars genre sortir de là en roulant, là, puis en disant... Même quand tu as super Michel Houellebecq, il était pas en dessous de la table à la fin de la soirée? J'ai pas souvenir de cela. J'ai souvenir que Michel Houellebecq aime boire, mais comme d'autres, j'ai pas souvenir qu'il était sous la table. Mais cela dit, j'ai souvenir qu'il n'y a pas de côté moralisateur. À la rigueur, tu vas dire un gars, prends pas un verre de trop, là, tu conduis. Ça existe. Mais prends pas un verre de trop, c'est février sans alcool. Ça, les gens feraient, hein, de quoi tu parles, mon bonhomme? Et j'ai l'impression que c'est le côté là-dedans. Il y a un côté, où je le dis de manière imagée, mais protestant un peu. Tu sais, il y a derrière ça, il y a la lutte contre la prohibition. Derrière ça, il y a l'idée qu'il faut aseptiser l'existence. Derrière ça, il y a l'idée qu'il faut avoir une existence toujours contrôlée. Derrière ça, il y a l'idée qu'il faut une existence toujours encadrée. Puis j'ai l'impression que de ce point de vue, c'est une différence presque de fond entre les sociétés catholiques et les sociétés protestantes. Puis dans les sociétés catholiques, je pense qu'on aménage autrement de tels plaisirs dans l'existence. Puis voilà pourquoi je pense qu'en Italie, en Espagne, en France, on boit probablement mieux, ce qui ne veut pas dire qu'on boit davantage. Ben, écoute, je vais rien te confier quelque chose d'assez rigolo. Je sais pas si tu connais Hubert Sassi, mais Hubert Sassi, c'est lui qui dirigeait Éduc Alcool. Tu sais, la modération a bien meilleur goût, c'est Hubert Sassi. C'est lui qui est arrivé avec ce slogan-là. Puis je l'ai eu souvent au fil des années en entrevue, puis j'y tirais à la pipe. Puis je disais, vous devez être plate, vous, puis ça doit être plate chez vous, puis tout ça. Puis il dit, je vais vous inviter un jour. Là, il n'est plus à Éduc Alcool. Il m'a appelé. Il a dit, j'aimerais ça vous inviter à souper, vous et Sophie. On a dit, OK, parce que j'ai tout le temps trouvé sympathique. On va manger chez Hubert Sassi. On a bu, mon gars. Oh!
Vous avez accumulé les bouteilles de Perrier? Non. Du vin, puis l'apéritif, puis après ça, c'est la petite poire Williams à la toute fin, puis tout ça, je te dis, là... Il y avait de l'alcool et on a bien bu. Mais je parlais de ça à Hubert Sassi, puis je dis, finalement, vous en prenez de l'alcool. Il dit, oui, c'est certain, mais il dit là, et lui, ce qui l'inquiète, c'est le binge drinking tous les jours. Puis, est-ce qu'on peut dire que... c'est le fun que pendant un mois, on parle de ça. On sensibilise les gens à dire, non, mais moi, c'est ça l'affaire, c'est qu'on sensibilise personne en faisant ça. C'est les oiseaux qui veulent faire du binge drinking, autrement dit, boire comme un trou jusqu'à rouler par terre, ces gens-là seront pas sensibles à ce message. Puis les poivreaux, puis les ivrognes, puis encore là, ou ceux qui ont une pomme d'alcoolisme au sens, ça existe comme maladie, là. Bon, mais ça, c'est pas eux. Donc, le message est destiné, en fait, au commun des mortels, à toi, à moi, à ceux qui aiment prendre un verre, 2 verres, mais qui sont pas vraiment sous. On n'a pas l'habitude de se saouler. On n'est pas de même. Et là, c'est pour culpabiliser le commun des mortels. Et moi, je vois dans cette espèce, c'est probablement un des réflexes qui m'énerve le plus, c'est culpabiliser l'homme ordinaire. Qu'on lui sacre patience. Qu'on s'intéresse aux vrais cas, parce qu'il y a des vrais cas, puis pour le reste, qu'on nous fiche la paix si on veut prendre un dernier digestif. Attends, mettons le vendredi. Moi, le vendredi, je fais ni télé, ni radio et tout ça. Je t'avouerai que quand je vais prendre qu'on appelle le déjeuner, c'est-à-dire le dîner, mais les Français dînent plus tard, mettons à 13h30, j'ai pas d'opposition de principe à prendre un digestif à 15h30. Donc, mais c'est tôt pour un digestif. Oui, mais c'est vendredi. C'est les petites failles comme ça qui existent dans la vie. Mais moi, je t'avouerai, je préfère généralement, je le confesse, je préfère l'excès à la 16. Je préfère les petites libertés aux petites contraintes. Et par ailleurs, je crois plus à l'autodiscipline qu'aux contraintes extérieures. Donc, si tu mets tout ça ensemble, j'ai envie de dire aux gens, sacrez-nous patience. Puis de l'autre côté, comportez-vous pas comme des caves. Me semble qu'il y a une espèce de principe de morale là-dedans qui tient pour pas mal de monde. Mathieu, tu viens de discuter d'écriture inclusive avec un adepte de cette forme d'écriture tantôt dans ton émission. Et il disait, ce gars-là disait, écoutez, c'est important que les gens se reconnaissent. Lorsqu'ils lisent un texte, qu'ils se reconnaissent là-dedans. Je parlais à ma blonde Sophie ce matin, et elle a dit, ça devient une obsession, se reconnaître. Ouais. Puis, tu sais, elle écoutait, Sophie, quand elle était jeune, elle écoutait le Cosby Show. C'était une famille. C'était toutes des Noirs, OK? Là? Puis elle se reconnaissait là-dedans. Pourtant, c'était des Noirs. Elle est blanche, mais elle pouvait écouter ça, se transposer. Puis elle disait, l'expérience de cette famille-là, ça ressemble à ma famille. Elle fixait pas la couleur de peau. Elle avait pas besoin à tout prix de se reconnaître. Là, est-ce que les femmes trouvent notre discussion intéressante, même si on est des hommes? Est-ce que les jeunes trouvent notre discussion intéressante, même si on est un peu plus vieux? C'est quoi cette affaire-là? Il faut que je me reconnaisse. Alors, je le dis en tout respect parce que j'avais un invité, donc je ne vais pas manquer de courtoisie à son endroit. Donc il était très bien aimable de venir parler à mon micro quand il sait ce que je pense de ce qu'il pense. Bon, donc ça, un point de départ. Ensuite, pour moi, cette obsession de la reconnaissance, en fait, c'est juste mal comprendre ce qu'est la langue française. La langue française n'est pas une langue... Le masculin et le féminin ne font pas référence au sexe, genre zigounette, ou pas de zigounette. Donc, c'est pas ça, le masculin et le féminin en français. Donc, à un moment donné, puis le masculin, on parle de 2 problèmes différents. J'ai l'impression qu'une forme de mécompréhension de la nature même de la langue. Et là, moi, je m'inquiète d'une autre affaire là-dedans, c'est que déjà que le français, c'est une langue qui exige un travail pour la maîtriser. Puis c'est un travail qui, à mon avis, qui est source de l'immense bonheur, parce que quand on sait de quelle manière, quel terme utiliser de manière précise, ça permet de dire très exactement ce qu'on pense. Mais là, si on doit non seulement apprendre la langue, mais ensuite apprendre sa version modifiée, sa version novlangue, sa version idéologiquement restructurée en fonction de l'impératif de ce que tu appelles la reconnaissance, là, c'est que ça marche plus. Ça marche plus. La langue change de nature. C'est une langue qui vise désormais à reprogrammer l'esprit des gens. Puis là, on va redonner des exemples. Là. Tu sais, mettons, il y a une sentinelle qui est devant, qui dirige je ne sais quel, qui protège un édifice public, une sentinelle. Oui. Puis c'est un homme. L'homme ne se sent pas aliéné parce qu'ils ont dit une sentinelle plutôt qu'un sentinelle. Donc, à un moment donné, il faut cesser de projeter un contenu idéologique sur la structure de la langue. Et derrière cette ambition
de visibiliser toutes les différences. Bon, quelquefois, on en vient à créer des choses qui existent plus ou moins, il ne faut pas l'oublier. Ça m'a amené les 73 variétés de genre, là, ça n'existe pas. Là, okay, là? Il y a des hommes, il y a des femmes, à la rigueur, il peut y avoir du monde compliqué, mais les 73 variétés de genre, là, ça n'existe pas. Il faut se calmer. Là. Donc, on ne refera pas l'alphabet au grand complet. Tu sais, LGBTQI2, T+, fois, exposant 2, racine... M'amener ne marche pas de même. Là. Donc là, voyant tout cela, c'est juste que j'ai l'impression que l'idéologie s'empare de tout. Ça me fait penser à un livre très important, je pense qu'on en a déjà parlé, La civilisation soviétique de Chafarevitch, qui est un livre qui est paru, bon, qu'on lit plus aujourd'hui, mais ça fait des années 80. Et là, il s'intéressait notamment là-dedans à la langue soviétique. La langue soviétique s'emparait du russe et transformait le russe en fait. Donc, ça servait de béquille pour inventer une langue nouvelle qui était la langue soviétique. Et de la même manière, la novlangue, langue soc, chez Orwell, c'est la même logique encore une fois. Donc je me méfie moi de ces espèces de versions falsifiées de la langue qui s'emparent d'une langue qui existe déjà pour la soumettre à des lubies idéologiques, d'autant puis encore une fois en brandissant le plus grand idéal, la diversité. D'ailleurs, quand je parlais avec Raphaël Provost tantôt, je le dis encore une fois en tout respect, il a accepté de venir à l'émission quand il sait ce que je pense, donc je sais pas de régler le débat après coup, mais je disais, OK, vous dites que vous ne voulez pas l'imposer, vous voulez une conversation. OK, mais au terme de la conversation, ça se peut-tu que je ne sois pas d'accord? Est-ce que ça se peut que... Parce que au terme de... C'est pas juste un problème de communication. J'ai compris pourquoi vous voulez la langue inclusive, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une mauvaise idée. Est-ce que c'est possible? Puis je sentais que pour lui, c'était pas vraiment le cas. C'est-à-dire, on va poursuivre la conversation jusqu'à ce que vous compreniez. Puis là, quand j'entends ça, j'ai plus rien. J'ai l'impression d'être dans Tintin, le lotus bleu. Je vais d'abord vous couper la tête et ensuite vous comprendrez la vérité. Bon, alors devant cela, je m'en méfie, mais je le remercie d'être passé à l'émission. Mais pour moi, cette idéologisation de la langue, c'est la meilleure manière de la détruire. Mais tu vois, c'était un débat qui était intéressant, c'était une conversation intéressante parce qu'il y a peut-être des gens, tu sais, il y a des gens qui ont des présupposés sur moi et sur toi, là, puis il va l'écraser, puis il ne laissera pas parler, puis tout ça. Et au contraire, et Raphaël, c'est quelqu'un, il sait ce que je pense aussi. Moi, par exemple, on est vraiment à l'opposé sur plusieurs questions. Par exemple, je sais pas, moi, les transformations de sexe chez les jeunes, les LGBTQ, etc., l'écriture inclusive. Mais tu peux y parler. Il est sympathique, il est gentil, tu peux y parler. Ça fait du bien parce qu'il y en a des fois des militants hyper crinqués qui refusent toute forme de discussion. Moi, je n'irai pas jaser avec Mathieu Bock-Côté, puis je n'irai pas avec Martineau. Ben regarde, moi, j'ai toujours dit, je suis un démocrate libéral. C'est une vraie conviction chez moi. Là. C'est pas une espèce de ruse. Là. Je crois au pluralisme dans la cité. Il y a des idées que je trouve qui sont, pour moi, intellectuellement irrecevables, mais je sais que j'ai devant moi quelqu'un qui pense que c'est une idée recevable. Donc, soit je le censure, mais je compte ça, soit j'accepte d'y parler. Puis à la fin, on ne sera pas d'accord. Mais le fait est que le désaccord doit s'exprimer publiquement. Il faut avoir devant soi des idées qui ne sont pas les nôtres, ne serait-ce que pour approfondir les siennes. Donc moi, ça va de soi, cette idée qu'il faille... tu sais, encore, je le redis, il y a des choses que je trouve... Un fédéraliste canadien, pour moi, je donne toujours l'exemple. Pour moi, il y a tort à 100%. Mettons à 99,9%. Bon, mais une fois que j'ai dit ça, il pense la même chose de son bord que c'est moi qui a tort. Donc, soit on se tape sur la gueule, mais c'est pas une bonne idée, soit on parle, puis c'est une manière intelligente de résoudre nos désaccords dans une société civilisée qui civilise le conflit entre ses membres. Ça, c'est mon côté démocrate libéral, mais j'ai pas l'intention de le renier. Ben c'est ça. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sans nécessairement démoniser la personne, vouloir la faire taire, vouloir la censurer. Et j'ai trouvé cette discussion-là entre vous deux, qui était une discussion polie, intéressante. C'est très le fun. Vous êtes vraiment chacun dans votre camp, mais quand même, il y avait une discussion très intéressante. Merci, Mathieu Bock-Côté. On se reparle demain. Bonne journée.